Bonjour Maël Le Goff. Supposons que quelqu'un ne connaît pas du tout le festival Mythos. Comment le lui décririez-vous? Comment décrire le festival Mythos? Dire que c'est un festival autour des arts de la parole. Alors qu'est-ce que sont les arts de la parole? C'est un festival autour des histoires. Je crois que depuis 18 ans, on essaye de montrer aux gens comment aujourd'hui les artistes ont encore envie de raconter des histoires. Et comment on raconte des histoires aujourd'hui? Un peu sous toutes les formes, à la fois en chanson, à la fois en récit, en adresse directe au public, mais aussi en poésie, en slam. Donc toutes les façons de raconter les histoires sont bonnes à Mythos. C'est un peu ça, Mythos. Et cette année, quelle thématique a été définie par le festival? Alors, contrairement à d'autres festivals, je pense à mes confrères de Travelling sur Rennes, le festival de cinéma, on n'a pas de thématique qu'on aborde chaque année. On pourrait décider de travailler sur les mythes fondateurs, les légendes de la mort ou les légendes bretonnes. On a décidé de laisser la porte ouverte à toutes les histoires chaque année. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au petit à petit, au fur et à mesure où on construit la programmation, apparaît une ligne de force, apparaît une couleur. Et cette année, peut-être que ce qui rassemble les artistes qui seront présents au festival, c'est l'engagement, c'est-à-dire le fait de s'opposer peut-être à une société, à une politique, et c'est d'actualité. Mais c'était déjà le cas il y a plusieurs années, mais cette année, on voit qu'il traite cet engagement, ce coup de gueule, de façon légère, avec humour, avec beaucoup plus de générosité que les années précédentes où ils étaient plutôt dans une espèce de pamphlet contre la société. Donc on est à la fois dans quelque chose d'une parole politique et en même temps d'une forme de légèreté, d'humour et de décalage. Et dans quel lieu peut-on retrouver le festival et surtout quelle est la particularité de chaque lieu? Alors il y en a un certain nombre de lieux, il y a les lieux historiques, les partenariats qu'on noue d'année en année avec l'ensemble des partenaires de la métropole rennaise et même au-delà puisqu'on va jusqu'à Noyal-sur-Vilaine et Liffré et puis même en forêt de Brocéliande au château de Compère dans le Morbihan qui est un haut lieu des histoires et des conteurs. Donc tous ces 15 lieux partenaires et puis les lieux singuliers du festival, évidemment l'emblématique Jardin du Tabor avec ces deux grands Magic Mirror installé pour l'occasion. D'un côté, le Magic Mirror consacré au récit, à la musique, enfin au spectacle, on va dire. Et puis l'autre, qui est plus le lieu de convivialité, où on peut retrouver ce principe d'un jour un chef, où les chefs rennais viendront nous préparer, nous concocter de bons petits plats. Et puis après, il y a des lieux qu'on affectionne particulièrement dans le centre-ville de Rennes. Je pense au théâtre du Vieux-Saint-Étienne, qui est l'ancienne église réaménagée en théâtre, où on accueillera notamment la création d'Alain Le Goff Corpus Christi, qui sera un des temps forts du festival. Et puis la salle de la Cité, qu'on n'avait pas exploitée depuis un certain nombre d'années, qui a été rénovée elle aussi cette année. Et on installera un spectacle aussi un peu particulier qui s'appelle Savoir enfin qui nous buvons. Alors qui mêle justement l'art et la culture de la bonne chère, puisque Sébastien Barrier, alias Ronan Tablantec, viendra nous parler de 7 vignerons et nous en profitera pour nous faire déguster 7 vins naturels, donc tout un programme en perspective. Puis le dernier lieu un peu atypique qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter, c'est l'Opéra de Rennes, qui nous ouvrira ses portes pour l'inauguration du festival. On accueillera le concert de façon un peu exceptionnelle, le concert de Vincent Delerme, le 15 avril, dans les ors de l'opéra, comme on dit. Et qui sont les têtes d'affiche sur lesquelles vous avez misé? Alors, un petit peu contrairement à l'an passé, l'année passée, on avait eu la chance de tomber en plein dans l'actualité, puisqu'on avait invité Dominica et Lou Doyon, qui avaient remporté tous les deux des victoires de la musique. Donc c'est vrai que ça avait tout à coup propulsé leur nom en haut de l'affiche et entre Jacques Higelin qui était venu compléter la programmation et d'autres artistes de renom, on était vraiment sur une édition un peu exceptionnelle l'année dernière et on avait bien vu que le public s'était enthousiasmé pour cette programmation. Donc cette année, le défi était de taille et on a décidé de le relever en prenant un petit peu le contre-pied, c'est-à-dire à la fois en allant chercher des noms de la chanson française. Je pense à Catherine Ringer, Gotham Project ou encore Thomas Dutronc.
Dutronc, qui sont véritablement des têtes d'affiche, mais en leur proposant, et en tout cas en allant à la recherche de projets un peu spécifiques, un peu particuliers. C'est le cas pour Catherine Ringer, qui s'engage avec deux des membres fondateurs de Gotham Project dans un projet qui s'appelle Plaza Francia. Et donc c'est une porte d'entrée un peu particulière. Les gens connaissent Catherine Ringer à la fois par les Rita et puis par sa carrière solo, mais moins dans cette frange-là de sa personnalité. Et puis Thomas Dutronc, c'est un spectacle qui n'est pas encore, l'album n'est pas encore sorti, le spectacle est en pleine construction, donc ce sera un moment en toute intimité avec le public, quelque chose d'assez exceptionnel, je pense. Donc ça, c'est pour, on va dire, les têtes d'affiche. Et puis, on a choisi aussi de travailler sur des gens un petit peu moins reconnus par le grand public. Je pense à Moriarty, par exemple, mais qui a véritablement son public, qui a montré aussi tout un parcours depuis des années. Donc, ça faisait longtemps qu'on voulait les accueillir et je suis très heureux de ça. Et puis, des artistes en devenir, des Émilie Simon, des cascadeurs qui font l'actualité par les temps qui courent. Et puis des choses plus à découvrir, comme la jeune québécoise Clopelgag, par exemple, ou encore Oden, le groupe rennais. Et enfin, je pense à Feu Chatterton, dont l'EP n'est même pas sortira au mois de mai. Donc on est vraiment simplement sur un petit buzz Internet. Mais ce sera peut-être notre Fauve de l'an passé. C'est vrai qu'on avait misé sur Fauve alors qu'ils étaient totalement inconnus et que ça avait été un succès incroyable. Qui sont vos coups de cœur ? Des coups de cœur. Quand on programme un festival où il y a plus de 55 spectacles, c'est difficile de sortir un ou deux coups de cœur. C'est toujours à double tranchant, évidemment, on a envie de citer tout le monde. Et en même temps, il y a toujours des spectacles comme ça qui ressortent. Alors, un de mes coups de cœur, c'est peut-être l'OVNI du festival. C'est un spectacle au nom imprononçable. Il s'appelle Weltanschauung. L'artiste qui porte ce projet s'appelle Clément Thirion. C'est un spectacle qui sera présenté au Théâtre de la Paillette. Un spectacle qui mêle à la fois récit, fausse conférence, décalage, humour à la belge, puisque c'est une compagnie belge, et en même temps parti pris chorégraphique. Donc c'est un spectacle porté par deux danseurs, mais plein d'humour, plein de décalage, vraiment à découvrir. Il faut se laisser aller et pas passer son temps à essayer de prononcer ce Weltanschauung quasiment imprononçable. C'est mon premier coup de cœur. Puis peut-être le deuxième focus, ou en tout cas coup de cœur que j'ai sur cette édition, c'est le focus qu'on propose aux spectateurs autour du spoken word, du slam, de la poésie scandée, des mots scandés. Et ce sera au Théâtre du Vieux-Saint-Étienne autour de deux propositions, à la fois d'un côté Nez Poumon Noir, présenté par le Théâtre de l'Ancre, qui est un spectacle là aussi qui nous vient de Belgique, puisque c'est un slameur, rappeur qui nous vient de Charleroi en Belgique et qui nous raconte sa ville. Cette ville à la fois qu'il aime et qu'il déteste. C'est une parole assez universelle qu'on peut retrouver, je crois qu'on pourra calquer cette parole sur un certain nombre de lieux de nos enfances. C'est un moment très beau, à la fois musical et théâtral. Ça s'appelle Nez Poumon Noir et ce sera au Théâtre du Vieux-Saint-Étienne. Et puis l'autre concert qui touche aussi au spoken word, au slam, c'est celui de Nefché, qui est un artiste qu'on suit depuis des années. L'album vient de sortir, il est dans les bacs, on commence à l'entendre sur les ondes, et je pense qu'on va entendre parler de Nefché dans les temps à venir. C'est quelqu'un qui manie la parole scandée, la poésie, mais aussi l'énergie rock. J'ai vu le concert la semaine dernière à Paris, et je crois que ce sera un très beau moment dans cette église du Vieux-Saint-Étienne. L'affluence du festival est en constante augmentation. Comment voyez-vous le festival évoluer dans les années à venir ? Mythos dans 30 ans, c'est ça ? Oui. Je ne sais pas si Mythos existera encore dans 30 ans. Je ne sais pas si c'est souhaitable. On l'espère. Je ne sais pas. En tout cas, oui, depuis quelques années, on voit évidemment la fréquentation augmenter. Pour nous, ce n'est pas un but en soi, ce n'est pas une course à l'échalote. Il ne s'agit pas demain d'afficher des chiffres avec 50 000 spectateurs et 100 000 et 200 000. On n'est pas dans cette catégorie de festival. Je crois qu'on veut rester un festival à taille humaine. C'est ce qui fait peut-être la singularité du festival. Toutes ces petites salles, tous ces petits lieux qu'on essaie d'exploiter dans le centre-ville de Rennes et puis autour dans la métropole.
Et puis cette originalité de chapiteaux Magic Mirror qui sont à la fois contraints dans la jauge, puisqu'on a déjà un chapiteau de 1200 places qui est déjà pas rien. Mais je crois que c'est cette proximité avec les artistes qui fait la singularité du festival. Donc on a envie de poursuivre sur cette ligne, sur cette espèce de travail d'orfèvre qui nous permet quand même d'être encore au plus proche des spectateurs et des artistes. Ça nous semble important. Alors Mythos, dans quelques années, je ne sais pas, il s'agira de réinventer, peut-être de trouver d'autres lieux, d'autres formes. Il y avait un projet qui nous avait beaucoup séduit, qu'on avait lancé il y a 2 ans, qui s'appelait Les 7 versions de Blanche-Neige racontées par les 7 nains, qui était une déambulation racontée dans les jardins du Tabor, qui était une création originale pour le festival, avec une espèce de dream team d'artistes de la parole. Et j'aimerais dans les années à venir qu'on revienne à ce genre de forme, parce qu'on voit bien que le public est très friand de ce genre d'aventure. Alors cette année, la proposition de Sébastien Barrier autour de la dégustation de vin naturel va un petit peu dans ce sens, mais j'aimerais qu'on affirme encore cette démarche et cette volonté d'aller inventer des formes, d'aller briser des cadres. Et je crois qu'un festival se doit être à cet endroit. Votre père était conteur, vous êtes le directeur artistique et programmateur du festival. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Mon père est toujours conteur. Il continue à raconter des histoires et puis il présentera, j'en parlais tout à l'heure, sa dernière création, son dernier texte cette année à Mythos, Corpus Christi. C'est vrai qu'il m'a donné le goût des mots, le goût des histoires, la passion aussi de ces artistes raconteurs d'histoires. Quand moi j'ai eu 17-18 ans, j'ai rencontré les copains de mon père, qui étaient les Pépito Matteo, les Yannick Jolin, les Henri Gougaud, qui étaient les grands raconteurs d'histoire de cette génération. Et j'ai découvert une humanité, une défense aussi, un ancrage dans une société contemporaine, quelque chose de très moderne. Et je me suis dit, il faut vraiment dépoussiérer cette image du conteur au coin du feu, à la longue barbe blanche, avec les toiles d'araignée sous les bras, qui balbutie quelques histoires de grand-mère, et montrer que les conteurs sont en plein dans le monde qui nous entoure, dans la société actuelle. Donc c'est vraiment ce qui m'a motivé. Et puis à l'époque, j'étais étudiant et on a essayé de faire venir le plus d'étudiants possible, de jeunes gens de notre génération, pour savoir si ça allait leur parler aussi, ces histoires. Et de fil en aiguille, ça m'a donné envie de continuer, mais j'aurais pu me destiner moi aussi à la carrière d'artiste. J'en avais peut-être sûrement l'envie, je ne sais pas si j'en avais le talent, je ne saurais jamais. J'ai choisi de passer de ce côté-ci de la barrière, c'est-à-dire du côté du métier d'organisateur de projets culturels. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. C'est un métier passionnant, épuisant à plein d'égards, parce qu'on est systématiquement sur les routes, à la découverte d'artistes, aux côtés des artistes aussi, sous pression parce que la culture aujourd'hui manque de moyens, on le sait bien. Donc il faut continuer à se battre, continuer à montrer que c'est indispensable pour une société que d'avoir des artistes qui sont un peu les cailloux dans la porte, qui empêchent la porte de se refermer complètement. Et par les temps qui courent, je crois que c'est salvateur. Donc pour moi, c'est aussi une fonction que d'être médiateur culturel, acteur culturel, directeur artistique, programmateur, tous ces métiers. Et je rends aussi hommage à toute l'équipe qui participe à ce projet, aux 30 personnes de l'organisation qui s'investissent, qui ne comptent pas leur temps, qui vivent leur métier comme des métiers passion pour défendre aussi l'art et la culture. Et puis à tous ces bénévoles, puisqu'ils seront plus de 200 cette année à Mythos, et qui nous aideront, et sans eux, évidemment, que le festival n'existerait pas. Voilà ce qui m'a donné le goût de mettre en place ce projet, et je suis fier aujourd'hui qu'il ait fait tout ce chemin, puisque ça fait 18 ans que ça dure, et qu'on a encore beaucoup d'envie dans notre besace.